C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Cyril Sabag, qui est président et cofondateur de Mélanion Digital et directeur de Mélanion Capital. Comment vas-tu, Cyril? Très bien. Bonjour Jean et merci pour cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir, Cyril. On sait que ton planning est très chargé. C'était difficile de t'avoir parce que voilà, tu es un homme très pris. Par contre, tu nous as donné du temps pour le podcast de Token Talkers. Donc vraiment, merci à toi. On va pouvoir échanger ensemble parce qu'il y a l'actualité est forte de ton côté. Il y a beaucoup de sujets et vraiment très, très intéressé d'avoir plus d'informations sur tout ce que tu fais parce qu'on sait que tu es quelqu'un de très important dans l'écosystème. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu peux un peu nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à devenir managing director chez Mélanion Capital? Eh bien oui, mon parcours, j'ai un parcours d'ingénieur, ingénieur financier, statisticien. Ok. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la finance traditionnelle, à différents postes de trading en particulier, trading de produits dérivés, de la gestion d'actifs aussi, ce qu'on appelle en gestion collective, donc de l'asset management et du wealth management, donc de la gestion privée. Et j'ai rejoint Mélanion Capital fin 2019 avec en particulier un gros projet très ambitieux qui était d'essayer de lancer le premier ETF européen autour du Bitcoin. Incroyable. Donc voilà, et donc c'est ce qui m'a donc ça a été on va dire un projet extrêmement intéressant à la croisée des chemins de mon parcours. Parce que à la fois de la gestion d'actifs, puisqu'il fallait créer un ETF, à la fois du trading, parce que l'ETF est un produit qui est coté en bourse, donc des connaissances sur l'aspect trading, et également, on pourra en discuter un petit peu sur l'aspect mathématique, puisqu'il a fallu trouver une façon de pouvoir créer un ETF, hein, en deux mots, et comme je l'ai souvent dit, un ETF tel que celui de BlackRock aux États-Unis ne peut pas exister en Europe, en tout cas ne peut pas exister avec toute la force réglementaire que ça peut avoir aux États-Unis, c'est-à-dire la force de distribution qu'on peut avoir aux États-Unis. En Europe, un ETF est très cadré, s'il s'appelle ETF, hein, il y a d'autres produits qui peuvent s'appeler des ETN, des ETC, mais c'est très cadré et on a plusieurs contraintes, dont une contrainte de diversification. Donc le fait d'avoir nécessairement l'obligation d'avoir plusieurs typologies d'actifs à l'intérieur de l'ETF et également une problématique de régulation. Le fait de devoir être diversifié nous empêche de créer un ETF qui soit purement sur le Bitcoin et d'avoir ce label ETF en Europe. Et le problème de régulation autour du Bitcoin aujourd'hui empêche aussi d'avoir ce label ETF. Donc l'astuce qu'on a trouvée chez Mélanion a été d'essayer de trouver des produits régulés qui permettraient de s'approcher du Bitcoin. Et avec une étude mathématique approfondie et pas mal de recherches, on a trouvé une méthodologie à base d'actions de l'écosystème crypto. Et avec ces actions, eh bien, on construit un portefeuille dont le but est d'avoir la corrélation la plus forte avec le Bitcoin, mais c'est un portefeuille d'actions. Et en construisant un tel portefeuille d'actions, eh bien, ça nous permet de cocher les cases, en tout cas la plupart des cases de la réglementation européenne, à savoir la diversification et le fait d'avoir des actifs régulés. Et donc, on est allé voir l'AMF. Ça a été un travail de longue haleine et beaucoup d'allers-retours. Et l'AMF a accepté ce projet puisque finalement, on cochait les cases de la réglementation. Et donc, ça nous a permis de créer, on va dire, le premier ETF 100% régulé sur la thématique Bitcoin en Europe. Voilà, donc ça, c'était à l'été 2021 et le lancement a eu lieu en octobre 2021. 2021, octobre 2021. Tout à fait. Donc, précurseur sur le domaine des ETF autour du Bitcoin. Vous avez inspiré BlackRock? Je ne sais pas. En tout cas, BlackRock a eu la tâche un peu plus facile d'un point de vue réglementation et en tout cas la possibilité de permettre à ces investisseurs d'avoir une exposition directe pour le coup au Bitcoin, puisqu'ils n'ont pas cette contrainte qu'on peut avoir en Europe. Ce qui explique aussi et ce qui peut expliquer le succès colossal qu'ont pu connaître les ETF spot Bitcoin aux États-Unis.
Et j'imagine que ça devait être assez sport en 2021 et même sûrement avant, parce que le process avant de vous faire valider cette idée et ce projet, bah, j'imagine que ça a pris quand même quelques mois, voire peut-être des années. Vous avez dû avoir pas mal de défis à surmonter durant cette période-là. Oui, ça a été un travail colossal. Voilà, et je pèse mes mots. Un travail réglementaire, un travail aussi pour trouver les prestataires pour nous accompagner, puisque un ETF, il y a énormément de prestataires. Il y a la banque dépositaire, il y a le market maker, Mhm. voilà, il y a les bourses pour nous lister. Voilà, c'est un chantier extrêmement large et donc difficile déjà de convaincre chacune de ces parties. C'est difficile de convaincre le régulateur, mais aussi les banques dépositaires de nous suivre sur ce projet, les market makers, les bourses pour nous suivre. Enfin, l'ensemble de l'écosystème a été voilà, difficile à convaincre pour créer un tel projet, sachant qu'il nous fallait le tampon de l'AMF. Et donc, l'AMF, ça a été aussi de nombreux échanges, mais ils ont je dirais, eu une approche pragmatique en disant, ben voilà, vous avez finalement un ETF action, soit la thématique est crypto, soit la méthodologie s'appuie sur ce qu'on appelle le bêta par rapport au Bitcoin, mais au final, ce portefeuille est un portefeuille d'actions. Donc cette vue pragmatique nous a permis d'avoir ce tampon. Voilà, cette approche pragmatique n'a pas été aussi importante dans d'autres pays. Incroyable. Et quel était le nom du coup de cet ETF Bitcoin? Alors, son nom, c'est le Mélanion Bitcoin Equities Ok. UCITS ETF. Voilà, donc c'est aujourd'hui un ETF qui est coté en France, à Paris. Donc Wow. le premier listing a eu lieu en octobre 2021. Ensuite, à l'été 2022, on l'a coté à Milan, donc en Italie. Et à l'été 2023, on l'a coté à Amsterdam. Donc aujourd'hui, cet ETF est coté sur 3 places européennes. Incroyable. Incroyable. Et quel impact tu as vu à la sortie du lancement, enfin, ou suite au lancement de cet ETF Bitcoin, quel impact tu as vu sur les marchés européens? Alors, c'est un point intéressant puisque finalement, notre ETF permettait de s'exposer à cette thématique dans un cadre régulé. Hein. Je répète un point que je répète souvent, c'est qu'un ETF UCITS, tel qu'on l'a créé, en fait, on peut l'intégrer à un compte titre, on peut D'accord. l'intégrer à une assurance vie, on peut l'intégrer à un plan épargne retraite, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas pour du Bitcoin en direct. Donc, ça a été on a résolu finalement un problème que rencontraient beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine qui, quand il voulait permettre à un investisseur d'aller sur le Bitcoin, ben, il n'avait pas vraiment de solution. S'il avait des solutions, en fait, ça sortait de son giron Hmm. traditionnel pour aller sur d'autres plateformes. Et ça, en général, on va dire un conseiller en gestion de patrimoine n'est pas fan de ce système. Donc nous, on a permis cette possibilité. Est-ce que du coup, on a réussi à convertir tous les conseillers en gestion de patrimoine? Ben, ça a été un peu compliqué. Ça a été compliqué pour deux grandes raisons. Il y en a certains qui avaient du mal quand même à franchir le pas psychologiquement. Et d'autres, ceux qui voulaient franchir le pas, ils avaient aussi un souci de référencement. Notre ETF doit être référencé dans la plupart des plateformes. Et certaines plateformes ont rechigné, quand bien même Mhm. nous avions le tampon de l'AMF. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, pour référencer notre ETF auprès d'une compagnie d'assurance, eh bien, on a eu, je dirais, des freins psychologiques de certaines compagnies qui n'étaient pas encore prêtes à mettre ce type de produit, alors que finalement, si on prend un peu de recul, ça n'est qu'un ETF thématique action. Donc, il faut avoir aussi conscience du fait qu'il y a des freins qui peuvent exister et des chaînes décisionnelles aussi chez ces grands investisseurs institutionnels qui sont des freins assez lourds. Alors, BlackRock aux États-Unis récemment a aidé à ouvrir les esprits. C'est vrai que si on voit le plus gros asset manager du monde ouvrir sa porte au Bitcoin, eh bien, on commence à être un peu plus ouvert nécessairement il y a, on va dire, un phénomène de suivi, en fait. En général, les gens sont plutôt suiveurs quand c'est de l'innovation. Et c'est ce qu'on a pu observer.
Génial. J'ai une question, Cyril, pour les gens qui nous écoutent, qui typiquement ne savent pas ce que c'est qu'un ETF. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots de manière simple? Bah, tout simplement, c'est quoi un ETF? Oui, alors un ETF, déjà la signification donc, des trois lettres, c'est Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds qui est échangé en bourse. Donc en général, quand on investit dans un fonds, on a de manière générale une valorisation par jour. D'accord. On a une valeur par jour pour cette ETF et la liquidité est une liquidité qui est quotidienne, mais qui n'est pas vraie enfin dans la journée. Voilà. Là, l'intérêt de l'ETF, c'est qu'il est échangeable pendant les journées de bourse traditionnelles. Donc, en Europe, entre 9h et 17h30. Et donc, on a de la liquidité, une liquidité plus forte que pour un fonds traditionnel. Ça, c'est le premier point. La plupart des ETF sont des ETF qui sont passifs. Donc, ils suivent une méthodologie, une règle, et donc ils doivent suivre un cadre. C'est ce qu'on appelle en anglais rule-based. Donc, c'est basé sur des règles bien précises, avec une méthodologie. Donc, on met du temps à rédiger la méthodologie avec un fournisseur d'indices. Et ensuite, l'ETF suit méthodiquement la méthodologie. Donc, ça permet aussi pour un investisseur de savoir précisément par rapport à un fonds qui peut être ce qu'on appelle discrétionnaire, à la discrétion du gérant. Là, pour le coup, il y a une méthodologie bien claire, donc l'investisseur peut lire de façon précise dans quoi il investit et quelle est la méthodologie qui est appliquée. Ok, bah merci pour cette explication ultra claire. Tu as le don pour simplifier les mots très compliqués. Donc merci pour ça. Et ça fait vraiment plaisir, je pense, à tous nos auditeurs, bah voilà, d'écouter une personne aussi talentueuse que toi, de pouvoir donner la valeur des choses. Parce que pour beaucoup de gens encore, on entend tous parler ETF, ETF, mais pour beaucoup de gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps pour ça. Cyril, quels sont actuellement les principaux objectifs de Mélanion Capital et comment vous contribuez justement à l'innovation dans le secteur, notamment le secteur financier? Oui, alors je dirais que Mélanion Capital a été vraiment précurseur sur ce domaine des cryptos. En tout cas, le pont entre la finance traditionnelle et la finance et la crypto. D'ailleurs, ça a été un des axes finalement de combler le gap entre la finance traditionnelle et la crypto. Et ce produit est est une bonne synthèse. De manière générale, Mélanion Capital est très axé sur l'innovation et la recherche mathématique. Donc là, on a eu les deux, puisque la recherche mathématique nous a permis de créer l'indice suivi par cet ETF, le fameux indice qui reproduit, en tout cas qui est composé d'actions et qui, mises ensemble, ont le bêta le plus proche, donc la corrélation, un mélange de corrélation et de volatilité le plus proche du Bitcoin. Donc ça, c'est on va dire la recherche mathématique. Et l'innovation, on a créé ce produit qui était absent complètement en Europe au moment où nous l'avons créé. Donc on est toujours guidé par l'innovation financière, par les nouveaux produits et aussi par la recherche mathématique. Justement, tu parles de la recherche mathématique. À quel point c'est important dans vos stratégies d'investissement et comment un petit peu ça fonctionne, comment ça se traduit sur les performances? Eh bien, on étudie énormément de données, on fait du data crunching, on étudie les derniers articles en finance qui nous permettent de construire des modèles les plus évolués, être capable de distinguer des modèles de prédiction aussi. Donc, voilà, on a pas mal de chercheurs en mathématiques au sein de Mélanion Capital et aussi de l'autre entité dont je vais parler, Mélanion Digital, et qui permet d'aller sur des produits de niche, sur des stratégies différenciantes et qui nous permet du coup on va dire d'avoir je dirais pas de l'avance, mais en tout cas, essayer de mettre en application des principes de recherche ou des documents de recherche récents euh, pour des mathématiques financières et les appliquer au sein de fonds ou de stratégies.
Ok, ok, bah, super smart. Bah, merci aussi pour cette explication. Cyril, on sait que pour Mélanion Capital, c'est très très important de rester à la pointe de la technologie, de l'innovation. Comment justement vous faites pour rester tout le temps à la pointe et vous avez les meilleures informations par rapport à ça? Comment vous faites? Ben, on se tient au courant, voilà, Ouais. de toute on sait qu'aujourd'hui, on reçoit énormément d'informations de les moyens Les possibles, côtés. réseaux sociaux, de tous les médias traditionnels. Donc, c'est à la fois on va dire, un moyen de se tenir au courant. Il y a toute la partie finance aussi, les sociétés cotées, donc toute la partie on va dire, information financière. Il y a la partie recherche financière aussi. Mhm. Voilà, donc on essaye de se tenir au courant via tous les médias traditionnels et de creuser les sujets au maximum pour comprendre les tenants, les aboutissants et voir quels sont les sujets les plus stratégiques. Ok, ok. Bah, merci pour ça, merci pour ton explication. Tu nous as un petit peu teasé sur Mélanion Digital. Et moi, je suis maintenant curieux, je voudrais en savoir plus sur Mélanion Digital. Qu'est-ce qui t'a conduit justement à la création de Mélanion Digital et quels sont les principaux objectifs de cette entreprise? Oui, alors Mélanion Digital, c'est une entité qui a environ 3 ans. On a Ok, souhaité créer une entité donc complètement indépendante de Mélanion Capital, une entité non régulée et qui a pour but et a un business model autour du Bitcoin. Donc la volonté, c'est de proposer une exposition au Bitcoin et une exposition à cet écosystème, on va dire, dans un sens très large, et en utilisant nos ressources internes et l'expérience des fondateurs. Les fondateurs sont issus de la finance traditionnelle ok, et baignent dans le milieu crypto déjà depuis pas mal d'années, et toujours dans l'idée de faire le pont entre la finance traditionnelle et la finance crypto. L'idée de Mélanion Digital a été eh bien de lever des fonds au démarrage et d'investir dans le Bitcoin, donc directement avec ces fonds, mais ne pas juste laisser le Bitcoin en trésorerie, et ben le faire travailler et faire en sorte qu'on puisse avoir une rémunération, en tout cas faire en sorte qu'on ait une performance qui ne soit pas juste celle du Bitcoin, mais une performance supérieure. Et pour cela, on a travaillé sur ce qu'on sait faire, ce que savent faire les fondateurs de Mélanion Digital, à savoir du trading de produits dérivés et de l'arbitrage. ok. Donc, on s'est focalisé sur toutes les opportunités qu'on peut trouver aujourd'hui sur les différentes bourses dérivées crypto, donc des arbitrages avec des futurs, des options et intermaturité, intramaturité, interbourse, bourse régulée, bourse non régulée. Et donc, cette capacité à déceler des opportunités d'arbitrage nous ont permis voilà, d'avoir De une vous performance différencier. meilleure que juste la détention unique de Bitcoin, puisque le Bitcoin, en fait, est mis en collatéral auprès de ces différentes bourses. Et donc, du Génial. coup, on n'y touche pas. Et ce collatéral est surtout un moyen de donner une garantie pour pouvoir derrière traiter des produits dérivés. Donc, ça a été un axe initial de la création de Mélanion Digital, qui a rencontré un grand succès au moins juste sur ce narratif, a rencontré un grand succès au moment de la levée de fonds, puisqu'on a fait une belle levée de fonds à fin 2021. Et on a mis en application cela sur l'année 2022, une année, on le sait, sur les cryptos, qui est un peu annus horribilis, voilà, une année un peu terrible pour les cryptos. Et ben, on a réussi à passer cette année 2022. Je dirais le fait même qu'on est encore là, que Mélanion Digital continue à exister, déjà un gage de qualité en termes de gestion des risques en particulier, surtout sur ce domaine-là. Donc ça, nos actionnaires ont été très satisfaits du fait que la société avait pu traverser cette crise. Et derrière, on continue à se développer, c'est-à-dire que Mélanion Digital
bien sûr, a construit des outils de suivi extrêmement perfectionnés, de suivi de trading, de suivi des performances, de suivi des risques, parce que ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. C'est vraiment d'apporter, je dirais, des processus issus de la finance traditionnelle, donc des processus éprouvés et qu'on met au service du trading dans l'écosystème crypto pour être sûr d'avoir des garde-fous, des limites de risque et des systèmes de surveillance qui soient dignes des meilleurs systèmes qu'on peut trouver dans la finance traditionnelle. Et d'appliquer ce cadre-là pour être sûr de faire les choses correctement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, trading de Mélanion Digital. Donc, il y a du Bitcoin et on a eu des retours de personnes qui nous ont dit que ces stratégies d'arbitrage sont des stratégies suffisamment intéressantes pour avoir envie d'investir directement sur ces stratégies, pas nécessairement sur la coquille globale Mélanion Digital, mais sur ces stratégies en particulier, les stratégies d'arbitrage qu'on met en place. Et donc, on a eu la volonté d'essayer de trouver une solution réglementaire pour proposer à ces investisseurs de pouvoir profiter des stratégies d'arbitrage. Ce qui est loin d'être simple. En théorie, on imagine que c'est très facile de pouvoir proposer ça à des investisseurs. Mais dans les faits, on a une vraie problématique réglementaire. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'était vrai dans le cadre de Mélanion Capital et pour l'ETF. Ce qui nous guide chez Mélanion Digital, c'est vraiment le fait de créer des produits, des solutions qui soient, en anglais, on dirait compliant by design. C'est-à-dire que c'est la conformité, le fait de faire un produit carré, propre et qui tient la route, qui nous guide. Et c'est une fois qu'on a trouvé un cadre précis, clair d'un point de vue réglementaire et qui tient la route, qu'on l'exécute. C'est vrai qu'on voit beaucoup de projets dans l'écosystème Web3 avec des idées qui sont excellentes. Vraiment, on a vu énormément de projets avec des projets nouveaux qui utilisent soit la tokenisation, etc. Et sur le papier, c'est fantastique. En revanche, dans l'exécution, eh bien, en général, les personnes se rendent compte qu'il y avait un gros problème réglementaire. Et donc, ils ont travaillé énormément sur l'idée, sur la communication. Et au moment de l'exécution, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Et donc, ils abandonnent le projet. Donc, nous, on ne veut surtout pas faire ça. C'est le contraire. On a une idée. On voit si c'est possible d'un point de vue réglementaire. Si c'est possible d'un point de vue réglementaire, là, on avance et on va vers l'exécution. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est crucial pour nous pour on va dire la création des différents produits. Donc Mélanion Digital, eh bien, on a eu des demandes de personnes qui nous ont dit essayez de nous créer un véhicule qui permette de s'exposer à ces arbitrages. Et ce travail réglementaire nous a permis de quasiment finaliser. Là, on est vraiment à la toute fin de la finalisation de notre premier fonds d'investissement. Donc, on a créé une filiale de gestion d'actifs de Mélanion Digital qui, elle, aura pour mission de gérer différents véhicules. Voilà. Et là, on va pouvoir très bientôt lancer on va dire notre premier fonds d'investissement alternatif luxembourgeois, voilà, autour de stratégies crypto. Voilà.
Pardon, je suis là. J'avais mute mon micro parce que je suis malade et j'ai toussé et j'ai oublié de me démute. Bah écoute, franchement, Cyril, c'est incroyable ce que j'étais en train T'es en mute depuis pas mal de temps, ouais. Mais là, je suis encore en mute là. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, trop cool. Bon, dans tous les cas, on va cut cette partie-là, Mm. cette partie-là au montage. Ce que je disais juste avant, Cyril, c'est vraiment formidable ce que tu as fait. Vraiment, merci pour l'explication globale de Mélanion Digital et tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Franchement, je trouve ça incroyable. Euh, Tu nous as parlé de beaucoup de stratégies et notamment des stratégies d'arbitrage. Et je sais qu'il y a une stratégie que vous appelez beaucoup, que vous utilisez beaucoup chez Mélanion Digital, c'est l'HTML. Est-ce que tu peux nous expliquer si justement c'est une stratégie d'arbitrage ou c'est plutôt une stratégie d'investissement dans le Bitcoin et comment elle se différencie des autres? Non, alors HTML, c'est plutôt ce qui a guidé la création de Mélanion Digital. Ce n'est pas une Ah, stratégie en elle-même, ce n'est pas une stratégie de trading. Les stratégies de ok, trading sont des stratégies qui utilisent des produits dérivés et les produits dérivés qu'on utilise pour le trading sont les options et les futurs. Donc HTML, c'est plutôt un acronyme assez drôle qu'on avait utilisé au lancement de Mélanion Digital et qui reprenait plusieurs pivots. Donc H pour hodling, T pour trading, M pour mining et L pour lending. Voilà, donc c'était une sorte d'acronyme global qui décrivait Mélanion Digital. Voilà. Donc on a un peu fait évoluer cela. Donc le hodling et le trading, j'en ai parlé, puisque c'est la détention de Bitcoin et le fait de faire du trading d'arbitrage. Sur les parties mining et lending, eh ben, je vais en parler, comment nous avons fait évoluer les choses, je vais en parler juste après. Et juste pour terminer sur cette partie fonds d'investissement, fonds alternatifs, eh bien voilà, on va être en mesure de proposer donc des solutions à des investisseurs plutôt qualifiés aux professionnels, mais des possibilités d'investir dans des fonds qui à base de stratégies, de produits dérivés crypto, et ils pourront le faire via un fonds d'investissement alternatif luxembourgeois. Voilà. Impressionnant. Waouh. Et pourquoi vous avez choisi le Luxembourg? Ben, le Luxembourg, parce que quand on est un investisseur, déjà, il n'est pas possible, enfin, il n'est pas simple d'ouvrir des fonds d'investissement alternatifs. Ouais, On a j'imagine. privilégié l'Europe à des zones hors Europe. Pourquoi? Parce qu'un investisseur qualifié ou professionnel ou même lambda, le Luxembourg est une place qui est reconnue, une place financière reconnue. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi le Luxembourg. Voilà. Après, on va essayer de décliner plusieurs stratégies. Donc notre premier fonds sera autour de stratégies pures d'arbitrage. Notre deuxième fonds sera plutôt orienté sur du Bitcoin avec un peu de surperformance via des stratégies d'arbitrage. Et puis d'autres, après, on verra peut-être un multi-crypto, en tout cas, on verra. Mais en tout cas, les deux premiers, ce sera une stratégie de ce qu'on appelle market neutre, donc une stratégie dite absolute return, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante de la direction des cryptos. Donc, c'est vraiment des stratégies d'arbitrage. Donc, il n'y a pas de position résiduelle directionnelle sur le Bitcoin. Et les autres stratégies sont des stratégies, la deuxième sera une stratégie, là pour le coup, directionnelle sur le Bitcoin, mais avec la volonté d'apporter de la surperformance. Ok, ultra clair. Ultra clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu du process processus KYT, donc Know Your Token, et comment il garantit justement la provenance et la durabilité des bitcoins? Donc Mélanion Digital, on l'a dit, à la base, c'est plutôt la possibilité donnée aux actionnaires de s'exposer au Bitcoin et d'avoir un aspect surperformance grâce aux stratégies. Donc ça, ce sont les actionnaires. On a créé il y a peu une filiale de gestion d'actifs qui va permettre, là pour le coup, à des tiers de pouvoir profiter de ces stratégies d'arbitrage, et à Mélanion Digital d'avoir une filiale dédiée à la gestion d'actifs et de pouvoir recevoir des frais de gestion voilà, qui sont liés aux différents fonds qu'elle gérera. Et on a monté également une deuxième filiale
qui s'appelle Mélanion Green Tech Solutions. Et donc, D'accord. cette filiale, elle répondait aussi à la partie M qu'on avait voulu mettre en place au tout début. Et en fait, là, ce qu'on a fait pour le mining est très original et plutôt unique au monde, d'ailleurs. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le mining avait quand même pas mal de risques, entre guillemets, cachés. Quels sont ces risques? Des problèmes d'uptime. Le fait qu'en général, on n'était pas à 90% ou 100% d'utilisation d'électricité, mais plutôt à 60-70%. Et donc, concrètement, ça se traduisait par eh bien, le fait d'avoir une récompense de minage qui est plus faible que si jamais l'électricité était à 100%. Le risque également d'avoir, eh bien, lorsqu'on commande des machines de mining, des machines défectueuses. Donc, quelquefois, on a un pourcentage de machines défectueuses. Donc, on fait sa commande pour une certaine somme, on s'attend à avoir un certain rendement, mais on a des machines défectueuses. Le fait d'avoir certains pays qui interdisent, donc ce qu'on appelle le ban en anglais, et le fait d'avoir l'impossibilité de miner dans certaines zones, parce qu'il y a des restrictions, voilà, alors que sur le papier, c'était des zones intéressantes parce que le coût de l'électricité était faible. On a aussi des problèmes climatiques la plupart du temps parce que souvent on a des sources d'énergie renouvelable, donc on est à côté de fortes zones de vent pluvial, enfin, soit sur la partie eau aussi, avec des barrages, ou alors des zones de forte chaleur, et donc on a des soucis climatiques. Et finalement, au lieu de venir se confronter à tous ces risques, on a plutôt fait une analyse précise et on s'est rendu compte que nous, avec notre expertise, en particulier notre expertise de gestion financière et de gestion des risques, on était en mesure de couvrir ces risques. En tout cas, d'apporter une solution de couverture. Et donc, on a lancé un produit qui peut s'apparenter au cloud mining ou au synthetic mining, et donc un produit de mining révolutionnaire qui permet de s'affranchir de tous ces problèmes. C'est-à-dire que l'uptime sera entre 90 et 100%. On aura un coût d'électricité donné dès le début, une machine donnée dès le début, et l'output qui sera reçu en fin de mois des machines de mining sera le vrai output théorique tel qu'on peut l'attendre d'une machine de mining. Donc, c'est un produit qui est fantastique. C'est un produit qui est unique, fantastique dans le sens révolutionnaire, en tout cas parce qu'il n'existe pas. Et c'est un produit qui peut intéresser en fait un spectre relativement large de personnes. Ça peut intéresser des mineurs qui veulent se couvrir, ça peut intéresser des hosting providers, ça peut intéresser des individus qui souhaitent une solution simple, sans toutes les contraintes pour le minage. Et on peut avoir également des family office. Enfin, voilà. Cette typologie de clients qui cherchent à faire du minage et cherchent à le faire sans toutes les contraintes que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Donc, Mélanion Green Tech Solutions, qui est donc une filiale créée de Mélanion Digital. Donc, j'ai parlé de la filiale de gestion d'actifs, mais il y a cette filiale de minage, propose ce produit. Donc, soit le client a déjà un wallet et on lui envoie ses wallets. S'il n'en a pas, on peut l'accompagner pour la création de son wallet et on fait en sorte que sur le contrat qu'il signera, eh bien, en fin de mois, il reçoit les bitcoins correspondant au nombre de machines achetées et avec tous les paramètres que j'ai pu donner. C'est la folie. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement avoir plus d'informations, on a mis le lien dans la description et sinon le lien en bas sur Mélanion, aussi bien Mélanion Digital, mais que là c'est mélanion.green. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Cyril, quel est le meilleur moyen justement pour te contacter? Tu nous as partagé énormément de choses sur Mélanion Capital, sur Mélanion Digital, sur Mélanion Green. Si on veut te contacter, est-ce qu'on a besoin encore plus d'informations que ce que tu vas nous partager dans le podcast? Quel est le meilleur moyen de te contacter? Quels que soient les sites internet, moi je vais plutôt faire un focus sur Mélanion Digital, mais Mélanion Capital c'est le cas aussi.
sur le site de Mélanion Digital ou le site même spécifique de Mélanion Green Tech Solutions, on a la possibilité d'avoir un book a call, donc de prévoir une réunion et de poser ses questions. On a aussi un formulaire de contact, donc il ne faut pas hésiter voilà, à nous contacter. Après, voilà, je suis aussi présent sur les réseaux, voilà, on peut aussi me contacter via les réseaux, mais c'est vrai que voilà, juste une petite inversion GH sur voilà, donc sur le LinkedIn, mais voilà, donc via LinkedIn en particulier ou via d'autres voilà, via d'autres réseaux comme vous le souhaitez. Mais en général, voilà, le plus simple c'est le Calendly directement, donc prendre un rendez-vous directement sur le site et on vous donnera toutes les informations. Ok. Et en particulier sur Mélanion Digital, sur le produit que je viens de décrire, eh bien, il suffit voilà, d'aller sur le site mélanion.green et ensuite vous pouvez prévoir un call et donc avoir plus d'informations sur ce produit. Trop bien. Le point qui est important aussi sur Mélanion Green Tech Solutions, c'est que au-delà de cet aspect de couverture des risques, on a aussi un autre aspect qui est plutôt un aspect, on va dire, consulting et réflexion et recherche autour de tout ce qui est mining et énergie renouvelable. Alors, c'est souvent deux sujets dont on a l'impression qu'ils ne font pas bon ménage, mais en fait, on a des opportunités cachées sur les énergies renouvelables avec le mining qu'on ne soupçonne pas. On a entendu récemment une société japonaise, TEPCO, voilà, c'était la semaine dernière, et qui a parlé de mining justement et de possibilités de créer des infrastructures d'énergie renouvelable. Ben, l'idée est assez simple. Hein, les structures, le mining, on dit toujours que c'est une catastrophe d'un point de vue environnemental, mais en fait, il y a un biais cognitif qui fait que on pense mining, on pense énergivore, et ça s'arrête là. Et on dit, oulala, c'est pas... Mais finalement, l'énergie, oui, c'est très gourmand en énergie, mais si l'énergie en face est de l'énergie renouvelable, bah là, on se dit, bah ok, finalement, c'est pas de l'énergie fossile, donc on pourrait imaginer de l'énergie renouvelable. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en général, les infrastructures d'énergie renouvelable sont très rarement rentables parce qu'il n'y a pas d'acheteurs tout au long de la journée et c'est compliqué du coup de créer des infrastructures d'énergie renouvelable parce que elles ne sont pas rentables. Or, le mining est un acheteur en dernier ressort qui peut se brancher et se débrancher. Donc, si on imagine une société qui, elle, construit son infrastructure d'énergie renouvelable, elle a ses clients traditionnels, retail, etc. Et lorsque ces clients ne sont pas là et il y a un surplus d'énergie, elle branche les machines de minage. Non seulement elle a un acheteur de dernier ressort, mais en plus, les bitcoins qui sont créés sont valorisés. Donc, on rend rentable les infrastructures d'énergie renouvelable. Donc, on passe, en fait, ça devient un cercle vertueux. On parle on parle en fait à tort de catastrophe environnementale, puisque là, pour le coup, c'est un cercle complètement vertueux du mining. Donc là-dessus aussi, on est en mesure d'aider des compagnies qui souhaitent en savoir plus sur le sujet. Donc sur la partie Mélanion Green Tech, on a effectivement cette solution de mining, mais on a aussi la partie un peu conseil pour accompagner des structures sur le sujet. Voilà, donc Mélanion Digital qui est partie d'une idée d'aider à une allocation et une exposition, je dirais, à l'écosystème Bitcoin, via, dans un premier temps, juste du Bitcoin dans la trésorerie, ben on voit qu'on a fait un parcours qui est bien plus large, puisqu'aujourd'hui, eh ben, c'est à la fois, oui, du Bitcoin dans la trésorerie, mais du Bitcoin qui est optimisé, puisqu'il est mis en collatéral et avec des stratégies d'arbitrage. C'est également une structure de gestion d'actifs qui va pouvoir proposer des fonds à des tiers. Et c'est également une filiale autour de la notion de Green Tech, Mélanion Green Tech Solutions, qui a à la fois cette activité en tout cas ce produit de mining, de cloud mining que je vous ai décrit,
et également la partie conseil autour de la partie mining green. Donc, c'est une entité qui a beaucoup grossi, qui a bien grossi en un peu plus, je dirais, en 2 ans et demi. Et aujourd'hui, on travaille justement sur une levée de capitaux pour accélérer sur tous les projets. Voilà, on a la chance d'avoir exécuté. C'est vrai que ça, j'insiste. Souvent, pour des startups ou des sociétés, il y a des belles idées, mais quelquefois, on ne va pas jusqu'à l'exécution. Là, on est vraiment en train de parler d'exécution de business. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, on la structure, et au final, on a un produit. On aboutit à quelque chose qui est utilisable. En particulier, j'ai parlé des 2 fonds tout à l'heure. Le premier fonds qui est un fonds market neutre, non directionnel. On peut même imaginer, en allant un petit peu plus loin, en voyant l'étape 2, qu'on pourrait imaginer investir en euros, en dollars, même en stablecoin, puisque notre fonds donnera la possibilité d'investir en stablecoin et finalement d'avoir du stablecoin rémunéré. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, notre fonds qu'on a créé, notre fonds luxembourgeois, accepte des souscriptions en stablecoin. Et derrière, comme il n'est pas directionnel, alors il n'y a pas zéro risque non plus, mais en tout cas, il y a des risques qui sont non directionnels, qui ne sont pas liés au cours du Bitcoin. Et ben, on peut imaginer avoir des performances à 2 chiffres sur du stablecoin. Donc ça, c'est la partie intéressante et le niveau 2 du premier fonds luxembourgeois. Le deuxième fonds, qui est un fonds, lui, pour le coup, directionnel, où on peut investir en Bitcoin et avoir une rémunération, et faire travailler ce Bitcoin, et bien pareil, on peut imaginer le concevoir comme un produit, ce qu'on appelle earn, où on pourra faire travailler ces bitcoins, puisque le fonds permettra un investissement en bitcoin et la personne pourra, avec les bitcoins qui seront donnés, ces bitcoins pourront être mis en collatéral auprès des bourses et on pourra faire des mécanismes d'arbitrage et on pourra ensuite, à la sortie, lui redonner à la fois ses bitcoins et le résultat de cet arbitrage. Voilà. Donc, on a en fait une seconde couche relativement intéressante sur la partie gestion d'actifs. Nous, les projets qu'on a, on a plein de projets. On a des projets autour des plateformes de tokenisation. On a le projet de recruter des personnes en recherche, d'améliorer nos outils de blockchain. On a aussi des plans de la volonté de communiquer sur la partie marketing, donc de la promotion en fait de nos différents produits. On est aussi beaucoup sollicité, pourquoi pas réfléchir à une plateforme de produits structurés, donc et les recrutements qui vont avec. On a donc ça, c'est sur la partie, on va dire, gestion d'actifs. Sur la partie globalement trading, continuer à recruter des chercheurs quantitatifs, de renforcer nos équipes de trading, de développer, de continuer à développer notre infrastructure. On réfléchit également à ouvrir des bureaux à l'étranger. Okay. Voilà, on pense également à la cotation éventuelle de Mélanion Digital, donc la cotation en bourse. Bravo. Donc ça, c'est la partie globale. Et enfin, sur la partie Green Tech, essayer, pourquoi pas, d'investir dans des projets éco-responsables et développer la partie green de cette entité. Donc, je dirais que pour tout ça et pour tous ces projets, on va travailler sur une levée de fonds sur ce dernier trimestre. Voilà, une levée conséquente pour accélérer sur tous les projets que j'ai pu décrire. Et pareil, pour cette levée de fonds, si on veut te contacter, pareil, le meilleur moyen, c'est directement les sites internet. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, on a déjà des personnes qui nous ont dit qu'elles aimeraient participer à ce deuxième tour de table digital pour participer, être présent dans l'aventure, compte tenu de tout ce qu'on a déjà effectué. Donc oui, voilà, les tickets, voilà, c'est un point qui est important, hein, on n'a pas parlé, mais je dirais que
il y a deux mondes. Il y a le monde plutôt de la finance traditionnelle et de la gestion classique avec l'ETF, d'accord, qui lui n'a pas de minimum d'investissement. Hein. On peut investir quelques euros pour une part d'ETF. En revanche, les produits de Mélanion Digital, notre produit de mining a un minimum à 100 000 euros et les fonds auront aussi des minimums autour de ces montants-là avec une clientèle professionnelle. Donc après, on verra comment, je dirais, comment packager tout ça, mais on est vraiment sur une clientèle plutôt pro et qualifiée. Voilà, tout est possible. Et après, sur les tickets pour la levée de capitaux, là aussi, ce sera peut-être des tickets aussi plutôt conséquents entre, voilà, ticket minimum plutôt entre 100 000 et 250 000 euros pour cette levée de fonds. Et on sait le montant global que vous recherchez? On a déjà une idée ou pas du tout pour le moment? Oui, on cherche plusieurs dizaines de millions d'euros. On a en tête un niveau autour de 40, 50 millions d'euros. Après, on verra quel est l'appétit et comment, voilà, quel est l'appétit des investisseurs sur le sujet. On a un spectre d'investisseurs potentiellement large qui va on va dire, d'individus qui ont envie de s'exposer au private equity via notre structure, à des family office aussi, qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'investissement en private equity. Parce que c'est vrai que je le dis souvent, mais de même qu'un investisseur dans son portefeuille traditionnel a envie de mettre quelques pourcents sur la thématique crypto, on peut imaginer un investisseur qui, lui, a un portefeuille de private equity, donc qui a des investissements en direct dans des sociétés de secteurs très larges, avoir aussi la volonté d'avoir aussi un petit pourcentage sur la partie crypto. Et nous, pour le coup, on cocherait complètement cette case. Donc voilà, donc c'est un petit peu le spectre d'investisseurs recherchés sur la levée de Mélanion Digital. Bah, franchement, bravo. Félicitations pour ça. Ça a l'air formidable. En tout cas, c'est formidable et la levée, elle va être incroyable. Donc, bah, déjà, j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller vous renseigner au maximum auprès des sites, sur les sites internet, auprès de Cyril sur ce qu'il propose. C'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais voilà, allez regarder ce qu'ils font. C'est un travail qui est formidable et la société est juste immense. Actuellement, Cyril, ça représente combien de personnes au sein justement de Mélanion Digital, vous êtes combien de collaborateurs actuellement? On va dire sur le groupe Mélanion, on est une petite vingtaine. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah, bravo. Sur toutes les différentes entités. Bravo, bravo. Bah, en tout cas, voilà, j'invite tout le monde vraiment à regarder et de prendre les informations sur ce qui est en train de se faire et rester aux aguets parce qu'on a été teasé par Cyril d'une prochaine levée de fonds. Donc, restez aux aguets sur ce qui va se passer et restez connectés à Mélanion. C'est une société qui est vraiment en train de faire des choses incroyables dans l'écosystème de Web3 et autres financiers notamment. Vous l'avez vu avec l'ETF, etc. Comment tu vois, toi, justement, Cyril, qui est là depuis un bon moment et qui a un regard qui n'est pas seulement Web3, qui est assez traditionnel. Comment tu vois justement cette adoption des crypto-monnaies par les investisseurs traditionnels et comment tu vois évoluer ça dans les prochaines années? C'est une très bonne question. Donc moi, effectivement, j'ai un peu cette double casquette parce que je viens de la finance traditionnelle. Je pense qu'il y a un peu un choc générationnel aussi qui va avoir lieu. Un investisseur traditionnel de 50-60 ans n'a pas les mêmes réflexes qu'un investisseur de 20-30 ans. Donc, on va dire que ce changement et cette évolution générationnelle va avoir un impact non négligeable sur la partie crypto. L'investisseur traditionnel que j'ai nommé au début, qui est un peu plus âgé, lui, bien finalement, ce que lui propose BlackRock, c'est fantastique pour lui. Il peut le mettre dans son portefeuille, etc. L'investisseur plus jeune, lui, il va plus loin et il est directement sur des plateformes, etc. Donc, en fait, je pense que BlackRock a fait du bien parce qu'il a permis d'infuser sur le haut de la pyramide des âges la partie crypto et la partie Web3. Après, bon, nous, on est très Bitcoin. Hein.
Mhm. Je pense que vous l'avez compris. Mhm. Et pour le coup, le Bitcoin joue le rôle, un rôle d'un point de vue financier, recherché par un investisseur aujourd'hui. Alors on va voir comment ça va évoluer, mais un investisseur, il cherche de la diversification. Bon, bah, la corrélation est quand même relativement faible avec les actifs traditionnels. Il cherche de la Mhm. performance. Quand on regarde la performance annualisée du Bitcoin, c'est juste incroyable. Après, il aime pas trop la volatilité. Une façon de contrer la volatilité, c'est de pondérer, en fait. Parce que finalement, la volatilité, si on met un faible poids, ben, ça aura un faible impact et une faible volatilité sur le portefeuille global. Donc, pour moi, les cryptos ont un bel avenir devant eux, et particulièrement Bitcoin. Encore une fois, nous, on est très axé Bitcoin. Donc, moi, j'ai tendance à, voilà, prêcher pour ce que je défends, à savoir Bitcoin. Mais pour le coup, bah, l'adoption est là. On l'a vu. On a vu ce qui s'est passé avec les ETF. On a vu que le Bitcoin était de plus en plus admis, était de plus en plus compris aussi. On a aussi un aspect résilience. Euh, on a une résilience, je dirais, de tous les scandales qui ont pu arriver. Finalement, Bitcoin, ben, la technologie n'a pas bougé, et Bitcoin est encore là. On a aussi une résilience réglementaire, une clarté réglementaire qui est beaucoup plus simple pour Bitcoin par rapport à Ether en particulier, puisque voilà, Bitcoin est vu comme une matière première aux États-Unis. Il n'y a même pas de sujet. Il n'y a pas de problématique de considération de dividendes ou d'equity, etc. Et avec tout ce que ça a pu avoir comme impact négatif sur les autres cryptos. Donc voilà, donc je pense que c'est là pour durer. On a des facilités de paiement fantastiques. Donc voilà, donc nous on est plutôt très positif. Et, euh, et l'idée, je dirais, pour Mélanion Digital, c'est d'être une référence, euh, comme une banque d'investissement pour une référence sur l'euro ou le dollar, etc. Nous, d'être un peu une banque d'investissement ou une structure d'investissement, une société autour du Bitcoin qui permettent de retrouver un peu tous les produits qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle, mais dans un environnement Bitcoin only. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est ce qu'on essaie de construire. Donc, une exposition, hein, parler des produits Earn, on parlait aussi du mining qui est l'origine, d'essayer aussi de trouver des solutions pour résoudre toutes les problématiques et gérer les risques. Voilà, c'est un peu ce sujet-là. Et qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de l'éducation? Parce qu'à mon avis, tu dois avoir beaucoup d'investisseurs qui commencent à avoir un peu d'informations, mais qui sont peut-être pas encore assez éduqués sur l'écosystème. Comment, toi, tu penses qu'il est crucial, justement, bah, pour les investisseurs d'être éduqués ou même pour l'écosystème de s'éduquer, notamment sur le Web3, les crypto-monnaies? Et puis, est-ce que vous, de votre côté, vous mettez en place des initiatives pour former vos clients? C'est une excellente question. Pour moi, effectivement, l'éducation est cruciale. Et elle est clé parce qu'on ne peut pas, déjà, on ne peut pas investir ou sur quoi que ce soit, enfin, si on est un acteur rationnel, C'est clair. avant d'investir, il faut essayer de comprendre sur quoi on investit. Donc il faut passer du temps, il faut s'intéresser, voir quels sont les avantages. On a la chance aujourd'hui d'avoir énormément de ressources disponibles pour pouvoir se former, et bien, il faut les utiliser. Nous, on a fait quelques initiatives. En particulier, on a monté une application qui s'appelle la Mélanion Bitcoin Academy App, Wow, qui est cool. présente sur l'App Store et sur Google Play, et qui permet de se former. Et je vais même aller plus loin, c'est une Learn to Earn app. Trop bien. C'est-à-dire que non seulement on apprend, mais en plus on est rémunéré pour apprendre. Alors on est rémunéré avec un tout petit peu de Satoshi et via le Lightning Network. Donc c'est en plus une expérience immersive sur l'utilisation du Lightning Network, et en même temps un chemin ludique d'apprentissage. Les retours qu'on a sur cette application sont excellents. Donc je vous invite, voilà, à la télécharger, c'est gratuit.
tout est gratuit. Et non seulement c'est gratuit, mais en plus, on peut, sur ce parcours, récupérer des Satoshi à la fin du parcours. Donc, un vrai learn to earn. À côté de ça, on a fait quelques initiatives de formation avec une structure qui s'appelle Crypto Patrimoine et qui permet aussi de se former avec un point de vue opérationnel, et puis l'autre point de vue qui est un point de vue de formateur, Calliope, et en même temps je dirais une personne qui a la régulation pour pouvoir proposer des cryptos. Donc, avec deux visions, la vision finance traditionnelle et la vision plutôt crypto. Donc, oui, ça, c'est un point qui est très important, l'éducation. On fait aussi, alors pour le coup, c'est pas en concurrence avec toi, Jean, on fait des podcasts sur les sociétés qui sont détenues au sein de notre portefeuille d'ETF. Donc, les Bitcoin Equities Talks, qu'on peut retrouver sur notre site, et qui sont des discussions avec Jade, qui est le président de Mélanion Capital. Moi, je suis le président de Mélanion Digital, même si j'ai aussi une casquette Mélanion Capital, et qui interviewe des CEO ou des personnes influentes autour de l'écosystème crypto. Ça peut être, comme je l'ai dit, des CEO de structures qui sont présentes, de sociétés qui sont présentes dans notre ETF, d'actions présentes dans notre ETF. Donc, bravo. Oui, à ton point, tu as visé juste. L'éducation est cruciale et c'est extrêmement important de bien connaître ce sur quoi potentiellement on investit. Ouais, totalement. Et dans la partie un peu éducation, on met aussi beaucoup en avant tout ce qui est lié à des events. Est-ce que ça t'arrive aussi de participer à des events, toi ou Mélanion, pour justement un petit peu travailler cette éducation, rencontrer des nouveaux clients, des investisseurs? Oui, récemment, on a participé à 2 événements. On était à BTC Prague, qui est un gros événement. L'année dernière, d'ailleurs, j'avais participé et j'avais fait une table ronde à BTC Amsterdam. On était sur BTC Prague récemment, et la personne qui chapeaute Mélanion Green Tech a participé à une table ronde. Et puis, beaucoup plus récemment, et là pour le coup c'était en France, nous étions à Surfing Bitcoin, où j'ai eu la chance d'animer une keynote et de participer à une table ronde. On avait également un stand. Donc oui, ça a été l'occasion de se confronter à un public qui voulait en savoir plus sur Bitcoin et sur ce qu'on faisait. Voilà. Ok. Et quand tu rencontres le public comme ça, quels sont un petit peu les avis sur ce qui se passe actuellement dans l'écosystème, dans le Web3? Tu sens qu'ils sont de plus en plus informés par rapport à ce que toi, tu as connu il y a des années? Est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus d'intérêt? Ils ont moins peur? Complètement. Comme je l'ai dit, nous, on a commencé ce projet ETF fin 2019. Alors, on a eu le tampon de l'AMF en 2021 parce que ça nous a pris du temps. Bien sûr, il y a eu une très, très forte évolution des mentalités dans le bon sens, avec de l'intérêt croissant. Je ne vais pas mentir, mais le fait qu'une structure comme BlackRock ait décidé de s'y mettre avec une évolution du discours, bien ça, oui, ça a changé énormément de choses. Oui. Ok, super. Merci pour ton partage, et puis merci pour toutes les informations que tu nous as partagées. On a compris un petit peu l'évolution que tu souhaites apporter avec Mélanion Digital de manière un peu globale pour les 4-5 prochaines années. Quels sont les objectifs long terme de la société? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les 5 prochaines années? Eh bien, je dirais continuer à créer des solutions innovantes et à proposer en fait un large panel de solutions. Et continuer à se développer à l'étranger, essayer d'avoir des entités un petit peu partout et d'être, on l'espère, un acteur incontournable de cet écosystème et en particulier de l'écosystème Bitcoin. Et toujours rester à la pointe, essayer à la fois de se remettre en question constamment et essayer d'innover. Je pense que c'est ça le plus important. Ok, merci Cyril pour tout ça, et force
à Mélanion pour la suite. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de beaucoup de force parce que vous êtes déjà très fort comme ça. Mais en tout cas, ouais, on vous envoie tous nos ondes positives pour Mélanion et pour la levée. On arrive gentiment, Cyril, à la fin du podcast. On sait que ton temps est précieux et que voilà, on doit te libérer. Est-ce que tu peux nous. Voilà, on laisse toujours un petit mot de la fin à notre invité. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu veux traiter, aborder? Peut-être un sujet qu'on a déjà traité sur lequel tu veux revenir, un sujet qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder. Libre à toi. On t'écoute pour ce mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est plutôt, oui, on l'a abordé, c'est l'éducation. Je pense que voilà, je pousse le maximum de personnes qui peuvent écouter ce podcast à se renseigner à la fois sur leur éducation autour de la crypto, éducation financière aussi, être capable je dirais, de faire la part des choses. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais vraiment aller chercher des sources fiables, se renseigner, faites vraiment attention à toutes les faux sites, les fake news, etc. Et vraiment, c'est la seule façon de se protéger de tout cela, c'est de faire appel à des structures sérieuses, avec des gens expérimentés, et voilà, et de faire son travail d'analyse sur chaque projet avant d'investir. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Bah, super. Bah, merci pour ton partage. Merci pour ce mot de la fin incroyable. C'était vraiment un plaisir, Cyril, de t'avoir sur le podcast. Je pense qu'on aurait pu parler encore au moins 2 heures facilement, vu tous les sujets et l'actualité qu'il y a avec vous et toutes tes connaissances surtout. Mais on aura l'occasion de se refaire un podcast dans 6 mois, dans un an, pour voir justement ce qui s'est passé avec la levée de fonds, etc. Voir l'évolution de Mélanion. Merci vraiment pour tout ça, Cyril. Et force à toi pour la suite. Merci Jean. À bientôt.